suis responsable en fait du pôle Open Access à l'INRA, qui dépend de la direction de l'information scientifique et technique. Je suis ingénieure à l'INRA et voilà. Donc je suis responsable de l'archive ouverte de l'INRA et donc je vais vous expliquer ce que c'est qu'une archive ouverte et quel type de données en fait nous diffusons. Voilà. Donc qu'est-ce qu'une archive ouverte? En fait, une archive ouverte, c'est une base de référencement et de dépôt. À l'INRA, on a des chercheurs qui produisent des travaux de recherche qui sont publiés ou non, et ils les déposent. C'est le chercheur qui va les déposer dans l'archive ouverte de l'INRA. Et l'archive ouverte sert en fait de référencement de tous les travaux de recherche des chercheurs de l'INRA. Donc c'est une base de dépôt et de référencement qui est accessible sur le web, librement, et qui est compatible avec le protocole OAI-PMH. Et je vais vous expliquer en quoi, finalement, le protocole OAI-PMH peut être un facilitateur, justement, dans la dissémination des données. Alors, quand on regarde le site qui est là, c'est un site de référencement de toutes les archives ouvertes au monde. Il y a plus de 2559 archives ouvertes au monde. C'est pas... Et depuis 20 ans, on voit une progression énorme. 91, on en avait peut-être une, et puis voilà. Et on voit que ça explose aussi parce qu'il y a l'arrivée des organismes de recherche et des universités asiatiques qui sont en plein boom et qui développent énormément les archives. Alors, à cette date-là, la répartition géographique, c'est surtout en Europe. C'est aussi beaucoup aux États-Unis, ici, en Amérique du Nord avec le Canada, et on voit la part déjà importante en fait des Asiatiques dans le nombre d'archives ouvertes. Alors l'Europe, pourquoi dépasse l'Amérique du Nord? Tout simplement parce que l'Europe, il y a beaucoup plus, comme il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup plus d'organismes de recherche et d'universités. Les archives ouvertes, c'est quand même très très fortement l'outil de référencement et de dépôt des organismes de recherche et des universités. Donc les différents types d'archives ouvertes. Donc là, on va parler après de ProdINRA. ProdINRA, c'est l'archive ouverte institutionnelle de l'INRA, mais il n'y a pas que des archives institutionnelles. Il y a 3 types d'archives. Il y a les archives institutionnelles qui sont des bases de dépôt et de référencement qui sont produites par une institution. Alors dans le protocole OAI, on appelle ça un content provider, un fournisseur de données. Donc par exemple pour l'archive de l'INRA, on voit qu'on a débuté en octobre 2006, donc on a ouvert en octobre 2006. On avait en fait une base de référencement, pas de dépôt, mais de référencement qui était interne, qui n'était pas accessible sur le web, qui avait déjà à peu près 1000 notices. Et on n'avait aucun travaux rajoutés, c'était juste du référencement. On a sorti ProdINRA archive ouverte de l'INRA, et donc on a à peu près 10 000 référencements par an. Alors, il y en avait un peu moins dans les premières années, et ça commence à exploser, parce que derrière, on fait des campagnes de sensibilisation en interne. Et on voit que rattaché à ces notices, alors les notices c'est vraiment pour le référencement, on voit que rattaché à ces notices-là, on a augmenté, voilà, ce qu'on appelle les pièces jointes publiques. Alors en fait, les pièces jointes publiques, c'est les travaux de recherche. Et les travaux de recherche, donc en fait, voilà, c'est important de s'arrêter là. C'est-à-dire que là, on a la notice descriptive du travail qui a été effectué. Donc en fait, la notice, c'est on prend les données qui décrivent le travail de recherche. Ça, c'est un type de données. On va voir qu'il y a des licences en fonction de ces 3 types. Là, c'est l'ensemble des pièces jointes qui a été donné, c'est-à-dire le travail, publié ou pas, qui a été mis, qui a été attaché à la notice. Et donc là, il y en a 10 000, un peu plus de 10 000. Donc dans ces pièces jointes-là, il y a de tout. Il y a du confidentiel, il y a de l'interne et il y a du public. Donc en fait, là, on n'en a que 7248 publics. En juillet, on a dépassé. Voilà.
Donc, je vous expliquerai tout à l'heure un petit peu les différents types de licences qu'on applique à ça. Donc on a des archives ouvertes qui sont thématiques aussi. Alors ça peut être plusieurs choses. Ça peut être juste un portail qui va fédérer en fait, qui va réagréger des données issues d'autres archives ouvertes. Donc ils réagrègent ces données, ils les réutilisent. Donc ils sont service provider, ils offrent en fait un service. Il y a les bases de données, les bases de dépôt. Donc de nouveau, en fait, on se retrouve comme content provider parce qu'on dépose, il y a des gens qui déposent dans des archives thématiques. Alors, ils choisissent de déposer dans celui-là et pas dans celui de leur organisme parce que peut-être que leur organisme n'a pas d'archive ouverte, donc ils prennent une archive thématique. Donc voilà, et ça peut être les deux à la fois. Je vais vous montrer des exemples dans le domaine de l'environnement. Alors, des exemples. Alors, INRA, c'est un institut de recherche en agronomie français. C'est le deuxième institut de recherche français à vocation internationale. Donc, c'est vrai que les exemples, vous allez comprendre aussi au niveau des licences, on est très porté sur l'international. Donc, le portail VOR, qui est en fait un projet européen dans lequel je suis responsable scientifique pour représenter l'INRA. Donc, c'est un portail qui fédère en fait des archives ouvertes dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement et de l'alimentation et de l'aquaculture. Donc il joue le portail de référencement, c'est un service provider. Il y a le portail Tout sur l'environnement, que vous connaissez certainement, qui lui aussi agrège en fait des données, c'est également un service provider. Le portail de l'eau, les documents techniques sur l'eau, c'est aussi un service provider. Et Organique et du Net, qui est un portail de documents pédagogiques dans le domaine de l'agroécologie, de l'agriculture biologique dans un premier temps, et qui a été étendu à l'agroécologie. Et c'est aussi au niveau international. Et c'est aussi un projet européen pour lequel je coordonne un des work packages. Donc, alors les exemples ProdINRA, on retrouve donc les documents techniques sur l'eau, tout sur l'environnement. Donc en fait, ce sont des portails sur lesquels finalement vous êtes peut-être allé déjà, mais vous ne savez pas que derrière, en fait, ça met en œuvre une agrégation de données via justement le protocole OAI-PMH. Donc là, ça c'est VOR, sous la forme d'un nuage de tags. On a OceanDocs, qui est dans le domaine de l'océanographie et de l'aquaculture, un portail européen financé par l'UNESCO, et Organique et du Net. Voilà, différents exemples. Voilà. Donc là, pour terminer, je vais juste vous expliquer le protocole OAI-PMH et ensuite on va regarder un petit peu, faire un focus sur ProdINRA pour regarder un petit peu quel type de licence on utilise. Donc le protocole OAI-PMH, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a du contenu. Le contenu, c'est les travaux de recherche ou les documents pédagogiques. On les décrit et les notices sont représentées sous forme de données XML. Et ensuite, on a en fait un entrepôt, qu'on appelle en fait un entrepôt OAI, qui va mettre à disposition, en fait, non pas le contenu, mais les métadonnées. Voilà. Et là, donc par exemple, là, je fais un exemple d'agrégation de deux archives ouvertes de Content Provider. Donc en fait, si on s'arrête 2 secondes là, il y a, en tant que responsable d'une archive ouverte, en fait, on est confronté à plusieurs types de droits là, maintenant. On a en fait la mise à disposition du texte intégral. Et là, en fait, ce contenu-là, il est produit par les chercheurs. Là, on est complètement dans le droit d'auteur produit par les chercheurs. Ici, en fait, on a une création d'une notice descriptive. Et cette notice descriptive, on la rend publique. Et on la soumet via l'entrepôt OAI à une réutilisation. Donc derrière, en fait, il y a qu'est-ce qu'on peut faire de ça et cette partie-là. Donc, tout à l'heure, je vous dirai un petit peu comment nous, on a défini notre licence de réutilisation. Et donc, dans le protocole OAI, on a ce qu'on appelle un harvester, c'est-à-dire en fait un moissonneur, qui est en fait un portail ou un service provider, qu'importe,
qui va aller récupérer les notices et les agréger au sein du portail. Ça c'est la côté face pile, côté pile, c'est l'architecture, et puis côté face, c'est ce qu'on a vu, c'est les portails de l'eau, les portails de l'environnement, etc. Mais derrière, ça marche comme ça. Et puis là, du coup, vous avez votre utilisateur qui, lui, va accéder aux données du portail. Donc le portail, lui, il n'est pas propriétaire des données. Il les a récupérées. Là, on est sur trois niveaux. Là, on est sur trois niveaux. On a le niveau de production du document primaire, on a la mise à disposition des données réexploitables, et on a l'utilisation par un portail qui offre en fait de l'information aux utilisateurs finaux. Voilà. Alors, donc c'est là où on va commencer à en parler. Donc ProdINRA, quand vous allez sur l'archive ouverte de l'INRA, vous tombez sur cette page-là. Sur cette page-là, vous pouvez faire donc une recherche, ici et ici, c'est accès. Vous accédez et vous utilisez la donnée. Alors nous, en général, dans le cadre de la recherche, on utilise les données pour produire une œuvre originale nouvelle. Et donc ça produira un nouvel article scientifique dont les articles qui ont été lus et dont les auteurs se sont inspirés seront cités en référence. Donc pour nous, l'application d'utilisation, elle est assez simple. Évidemment, les chercheurs de l'INRA s'inquiètent beaucoup du plagiat, évidemment, qu'il peut y avoir de leurs données. C'est un autre sujet. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, ils peuvent accéder via le web au document primaire, mais on a mis, voilà, les données sont accessibles par une recherche, mais également par un moissonnage OAI. Merci de lire les conditions d'utilisation de ProdINRA pour toute exploitation de ces données. Et on a fait un lien vers une licence. Alors en fait, si je reviens là, nous ce qu'on a défini en gros, c'est que si on prend de façon unique une notice, la notice, s'il n'y a qu'une notice, en fait, elle est sous licence Creative Commons pour nous. Alors nous, on fait le choix en fait de licence internationale, parce que vous le verrez, dans le plan de dissémination que j'ai mis en place, nos partenaires, ce sont des partenaires internationaux. Donc il est hors de question de faire quelque chose de franco-français au niveau des licences. Pour une notice, elle est taguée licence Creative Commons. Maintenant, la mise à disposition via l'entrepôt OAI pour une réutilisation en masse de ces données, en fait, on a été un petit peu plus précis. On est basé sur les Creative Commons, mais on a été un petit peu plus précis. Alors après, moi, je ne suis pas juriste, donc il y a peut-être des erreurs qui ont été faites, mais en gros, on demande que... on veut bien que nos données soient référencées, mais on veut aussi qu'elles puissent être déréférencées. C'est-à-dire qu'en fait, si moi, je retire ma notice de mon entrepôt, j'exige que cette notice soit automatiquement déréférencée du portail. Donc ça, c'est une des conditions qu'on a posées, donc on a vraiment été plus dans le détail. Vous pouvez utiliser les données, mais vous devez toujours citer la source. Je ne veux pas que derrière, il puisse avoir une réexploitation. Je veux pouvoir contrôler ce qu'on fait des données de l'INRA, des notices. Et donc du coup, je négocie quand on a un partenariat. Je dis voilà, est-ce que déjà, vous faites du déréférencement automatique, c'est-à-dire est-ce que vous activez la petite option du protocole OAI qui permet de le faire automatiquement? Oui, non. Si c'est non, c'est niet, je ne fais pas de partenariat. Si c'est oui, on va plus loin. Deuxième question. Est-ce que derrière, vous remettez à disposition ces données-là? Non, ok, on peut continuer la discussion. Oui, ça m'embête. Est-ce qu'il y a un moyen technique pour l'empêcher? Voilà. Donc, et c'est comme ça qu'en fait je signe les partenariats. Pareil pour une utilisation commerciale. Dans la licence, je ne le refuse pas. Je dis simplement que pour une utilisation commerciale, ou pour commerciale, ou je ne sais plus exactement le terme dans la licence, on pourra aller voir. Bah,
merci de prendre contact avec les administrateurs de l'application. Et donc, je discute, je vois un petit peu quelles sont les données. Est-ce que derrière, il y a une valorisation des données ou pas? Voilà. Donc après, c'est un peu, je dis non en fonction de qu'est-ce qui est fait de la donnée. Voilà. Donc, on va passer. Donc ça, c'est quelques chiffres sur l'INRA. Voilà, le plan de dissémination des données, il est là. Donc en fait, ici on a ProdINRA. Donc là, je vous ai mis le nouveau logo là qui va, enfin, parce qu'on est en train de refaire l'application ProdINRA, donc il va y avoir une réouverture de ProdINRA. Alors justement, où là on va aller plus loin dans les licences, parce qu'on va avoir par exemple des fils RSS qui vont être disponibles dans la deuxième version de ProdINRA. Donc là, pareil, il va falloir que dans notre condition générale d'utilisation, on parle aussi de la réutilisation des données via les fils RSS. Bon, donc sur ProdINRA, voilà le plan de dissémination. Donc en fait, ici c'est toute la partie internationale, ici c'est toute la partie nationale. Donc en gros, tout le monde utilise le protocole OAI-PMH, sauf eux. Donc justement, c'est une étude de cas qui est intéressante. Donc le protocole OAI-PMH, il ne va pas aller récupérer le texte intégral, les travaux de recherche en eux-mêmes. Donc je ne traite avec eux que sur l'aspect licence lié en fait à la notice descriptive. Donc en fait, je vous ai dit les conditions que j'impose à ces partenariats. Voilà. Et là aussi. Ici aussi. REPEC, c'est encore un vieux truc, mais il récupère que des notices. C'est pas de l'OAI-PMH, c'est du FTP, mais il récupère que les notices aussi. Donc là, par contre pour HAL. Alors HAL, par contre, ça me pose un petit souci, alors certains en ont entendu parler, mais HAL me pose un petit souci juridique. En fait, HAL, c'est l'archive nationale de la recherche en France. Donc il y a un vrai intérêt scientifique pour l'INRA d'être connecté à HAL. Moi, la direction générale me dit il faut que ProdINRA soit compatible avec HAL. Très bien. Donc, je vois HAL, et là ils me disent ah ben non, nous on moissonne pas via le protocole OAI-PMH, nous on récupère le texte intégral. Il faut qu'on envoie le texte intégral. Ça veut dire que le chercheur il a déposé son texte intégral dans ProdINRA, il faut que je l'envoie dans HAL. Ça me pose un souci juridique. Parce que le dépôt il est effectué par le chercheur, c'est lui qui est propriétaire de son droit d'auteur. Il a fait la démarche de le déposer. Donc en fait, il a décrit à quel niveau de diffusion il voulait. Je suis lié avec un éditeur, je n'ai pas le droit de le diffuser, donc confidentiel ou en interne. Sinon, je le mets en public. Très bien. Mais à aucun moment, je ne suis propriétaire de ce que c'est pas parce que je suis responsable de l'application que je suis propriétaire des données déposées par les chercheurs. Donc je n'ai pas le droit, moi, de décider que de fait, ça va partir dans HAL. Donc, pour essayer de répondre à la direction générale qui souhaite valoriser les produits de l'INRA et les aspects juridiques, on a décidé de mettre en place, dans le cadre de la seconde version de ProdINRA, en fait, au moment du dépôt, une interface qui va dire souhaitez-vous, en parlant aux chercheurs, souhaitez-vous également déposer votre production dans HAL. Et on dit attention, HAL n'accepte pas le déréférencement. Attention, HAL peut être moissonné, tout ce que je veux pas. Voilà. Et donc, le chercheur, s'il coche la croix, qui n'est pas activée par défaut, il la coche vraiment, dans ces cas-là, le texte intégral va partir. Et donc, comme ça, je me dis, ben voilà, on ne le fait pas de fait, mais s'il a envie de valoriser sa production, c'est lui qui le décide. Voilà. Donc pour nous, l'archive ouverte, c'est un des meilleurs moyens, j'ai fini, c'est un des meilleurs moyens pour valoriser les travaux de recherche de l'INRA. Parce qu'en fait, comme je ne suis pas propriétaire des travaux de recherche de l'INRA, ben moi je m'occupe des métadonnées, je les diffuse à l'international, et voilà. On atteint l'objectif tout en respectant le droit. Alors, c'est ma conclusion. Pourquoi diffuser les productions de l'INRA? Ça permet la réutilisation de ces données à des fins de recherche et à des fins d'impact sociétal, parce que l'INRA est un organisme de recherche finalisé. Donc derrière, on a aussi des commanditaires d'expertise collective
qui sont les ministères ou les AFSA, etc. Donc c'est important. C'est accroître la visibilité de la recherche INRA et des experts INRA à l'international, puisque par exemple en termes de financement c'est pas négligeable. On a un projet de recherche qui est financé, quelqu'un veut déposer une offre, dit tiens on aimerait bien trouver un expert dans tel domaine. Et bien, grâce en fait à la diffusion des travaux de recherche de l'INRA, il peut facilement repérer des experts INRA et les associer à des projets européens ou des projets ANR. Être plus cité par les pairs, ça c'est important aussi en termes d'évaluation et de notoriété. Et obtenir donc, des financements, ça c'est la conséquence de l'un et de l'autre. Voilà. Et avec, évidemment, grâce à la qualité de la recherche de l'INRA, on est dans le premier rang mondial dans les sciences agricoles. On est premier également au niveau végétal et animal, et puis deuxième en environnement, écologie et microbiologie au niveau international, basé sur les publications, puisque c'est le facteur de critères en fait d'excellence. Voilà. Merci.